si je peux me permettre là maintenant au processus et à la façon d'être. Alors encore une fois, nos concepteurs qui vont être là, attendez que je réaffiche, voilà, sur l'intégration, quel processus, quels accompagnements, quelle préparation, quelle vigilance. Je dirais qu'on a demandé là à nos concepteurs qui vont être là maintenant plus de lettres, je dirais, à titre de justement d'accompagnateur. Et la parole à vous, Anaïs, sur bien sûr ce qui est votre approche JAPME, mais ce qui est aussi votre approche personnelle, je dirais peut-être finalement autour, je vais reprendre les deux axes qu'a indiqué Samia tout à l'heure, à la fois le prendre soin, la préparation et puis le pilotage globalement de cet ensemble. Alors vous, comment vous faites? Voilà quelques photos de vos produits et de vos équipements en cours. À vous, Anaïs. Merci Anne-Marie. Alors effectivement, nous on a mis une démarche en place qui va de très en amont d'un projet identifié de troubles musculo-squelettiques jusqu'à très en aval après l'intégration de l'exosquelette. La première étape, elle est pour nous de bien s'assurer que l'entreprise a fait une bonne analyse des problématiques qui sont rencontrées dans l'entreprise et qu'elle va évaluer l'ensemble des solutions qui vont être potentiellement intégrables pour pouvoir répondre à ces problématiques. L'idée, c'est pas de se contenter à évaluer l'impact possible des exosquelettes, mais de se dire est-ce qu'on peut automatiser, mécaniser, est-ce qu'on peut travailler sur les facteurs organisationnels, est-ce qu'on peut travailler sur des facteurs humains, sur des rotations de postes, etc. Le but de cette étude préalable, elle est vraiment d'identifier tout ce qu'on pourrait mettre en place pour solutionner la problématique dans l'entreprise. L'exosquelette fait partie de ces solutions. La deuxième étape pour nous, elle va être de valider dans un premier temps qu'il puisse y avoir une adéquation entre le besoin qui est identifié et la problématique. Et tout ça, ça peut se faire que dans un groupe de travail qui va comporter des médecins du travail, des ergonomes, la direction des entreprises, mais aussi les opérateurs qui réalisent leur métier au quotidien et qui, du coup, ont une vision plus concrète et plus réaliste de ce qui se passe sur le terrain. La deuxième étape, elle est de réaliser des essais. Et là, l'essai, le but, c'est de valider l'utilisabilité de l'exosquelette dans l'environnement de travail. Ça ne doit pas devenir une contrainte. On doit toujours avoir un rapport bénéfice-contrainte qui soit positif. Pour garantir que l'exosquelette il soit bien accepté par les opérateurs. Et deux, que l'opérateur puisse réaliser son activité professionnelle et que l'exosquelette ne vienne pas générer de nouvelles contraintes sur le poste de travail. Et après, comme disaient Lionel et Samia, quand on intègre l'exosquelette, c'est pas terminé. Il y a toute une grosse phase de suivi de l'exosquelette, de l'intégration de l'exosquelette, où dans un premier temps, on va former les utilisateurs à s'équiper, se déséquiper, utiliser l'exosquelette en toute autonomie. On va évaluer sur l'ensemble des postes, des tâches du poste de travail, où est-ce qu'il est pertinent de porter l'exosquelette. On n'est pas obligé de le porter toute la journée. Quand il n'y en a pas besoin, l'exosquelette, on peut le retirer. Moi, je prends toujours l'exemple du masque en ce moment. Quand on rentre à la maison, on le retire, on n'en a plus besoin. L'exosquelette, quand il n'y en a pas besoin sur le poste de travail, il faut le retirer. Il n'y a pas lieu de garder un exosquelette qui n'a pas vocation à aider ou à apporter un bénéfice. Ensuite, dans un deuxième temps, on va valider qu'il y ait bien une bonne acceptabilité de l'exosquelette. Et tout ça, ça se mesure via des outils qui sont soit subjectifs ou objectifs. Et on va venir mesurer et suivre avec les parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes du projet exosquelette dans l'entreprise, que tout ça, ça fonctionne bien. Le but, en gros, c'est pas juste de se dire on a un problème, l'exosquelette, c'est la solution miracle qui va tout résoudre. Non. On va prendre un exemple concret. Une entreprise qui nous appellerait pour nous dire on a un problème sur des problématiques de dos parce qu'il y a du filmage manuel de palettes. Instinctivement, on va répondre à la personne, il existe en fait des filmeuses automatiques qui permettent de faire ça très bien. L'exosquelette, là, c'est absolument pas la bonne solution pour régler ce problème. Donc, le but, c'est de trouver la bonne solution pour le bon problème et ou de multiplier des solutions pour diminuer drastiquement les risques de troubles musculo-squelettiques. Quand on prend l'exemple de but, sur le déchargement de conteneurs, on a cumulé la solution du convoyeur qui va se régler en hauteur, qui va pouvoir rentrer
pour pouvoir diminuer au maximum les risques. Et on est venu en plus ajouter un exosquelette pour les dernières problématiques qui étaient des problématiques de rotation répétitive du tronc lors de la manutention des cartons. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui doit se faire de très, très en amont du projet jusqu'à très, très en aval à l'intégration de l'exosquelette. Et tout ça, ça s'intègre dans une démarche qui est totalement globale à l'intégration pour réduire les risques au maximum. Merci, merci Anaïs de votre exposé très clair et qui montre bien à quel point l'attention, je dirais qu'elle est longitudinale, c'est-à-dire qu'elle se fait très en amont par une bonne préparation et qu'elle doit être suivie. On passera la parole, si je peux me permettre tout à l'heure, à, je vois Lisa et autres qui posent ces questions pour peut-être, et pardon parce qu'il a attendu jusque-là, alors passer la parole à